Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud jusqu'à 14h sur Europe 1 et on continue, Céline, à parler politique avec vos deux invités, l'écrivain et essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Et avant de parler de ce Conseil des ministres demain et de ce futur gouvernement, de cette démission effective, intéressons-nous au cas de Yaël Braun-Pivet. Elle est un peu dans le circuit en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée de collusion avec le Rassemblement national pour conserver son poste au perchoir. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a réagi sur le sujet. Non, nous ne soutiendrons pas Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante, et je crois comprendre qu'elle est en train de nouer un accord avec le Rassemblement national, ce qui serait parfaitement inimaginable. Comment voulez-vous expliquer dans un temps que vous êtes dans le barrage républicain, que vous considérez qu'il y a une formation politique qui s'est exclue d'elle-même de l'arc républicain par ses candidats, par ses propos, donc par pour vous, il son faudrait programme. Pas de vice-président RN. Et donc, vous l'avez bien compris. Et donc, avoir des gens qui, dans le même temps, disent « Ok, mais enfin, le barrage est terminé. Maintenant, on fait alliance avec eux pour pouvoir avoir une présidence. » Ça n'est pas acceptable. Voilà, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, elle veut refaire le coup de 2022. On rappelle que son vice-président, Sébastien Chenu, est aussi vice-président du Rassemblement national. Mais les députés Renaissance viennent de décider le contraire. Est-ce que sa candidature a du plomb dans l'aile, on peut le dire ? Non, mais quand on écoute Olivier Faure, pardon, mais c'est lunaire. C'est-à-dire que Olivier Faure qui donne des leçons en arc républicain à Madame Braun-Pivet, alors même qu'il, lui, pour le coup, s'est allié très franchement, publiquement, a mis en place des candidats communs avec la France insoumise et que ses députés vont siéger avec Monsieur Arnaud, qui est fiché S, ou aux côtés d'un certain nombre d'élus qui ont considéré que le Hamas menait une action légitime. Enfin, il manque pas d'air tout de même pour aller donner des leçons à Madame Braun-Pivet. Ensuite, Madame Braun-Pivet, elle est présidente de l'Assemblée effectivement sortante. Elle a su nouer des partenariats, des alliances au sein de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est aussi le rôle d'une présidente de l'Assemblée nationale. C'est un trait d'union. Oui. Et on n'arrête pas de nous parler de coalition. On prend l'exemple des pays scandinaves. On oublie juste de dire que, par exemple, pour n'en citer qu'un seul, la Finlande gouverne avec l'extrême droite. Oui. Par conséquent, les coalitions en Europe n'ont pas toutes cette porte hermétique face au Rassemblement national en France. Donc tout ça, c'est vraiment la commedia dell'arte. Et ensuite, pour finir, ce qui est constitutionnel et ce qui va avec le vote des Français, avec la démocratie, c'est précisément de confier des responsabilités à tous les partis politiques, de la France insoumise au Rassemblement national. Sur la dernière mandature, on a eu par exemple M. Coquerel qui a eu des responsabilités importantes au sein de l'Assemblée nationale et oui. On avait aussi deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mme Laporte de mémoire et M. Chenu, qui étaient vice-présidents de l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national. Donc le rôle d'un président ou d'une présidente de l'Assemblée nationale, c'est de composer. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, ça veut dire qu'il faut qu'il compose avec l'ensemble des représentants. Le Rassemblement national a quand même fait 140 et quelques députés. Les 10 millions ou les 11 millions de Français qui ont voté pour eux ont peut-être accessoirement le droit d'avoir une petite part de représentativité dans cette Assemblée qui est censée représenter le peuple français. Donc il faudrait rappeler à M. Faure ce que c'est que la souveraineté populaire parce qu'il en a besoin. Jean-Michel Salvatore, est-ce que le RN, premier parti d'opposition, peut être écarté des postes, du coup, comme la présidence de la Commission des finances avec ce jeu-là de... Moi, je ne vois pas pourquoi. Enfin, excusez-moi, mais enfin, le Rassemblement national a 140 députés. Il y a 10 millions de Français qui ont voté pour ce mouvement politique. Donc, si on considère que c'est un mouvement politique qui n'est pas républicain, dans ce cas-là, il faut l'interdire. Enfin, que je sache, le Rassemblement national existe. Il a des élus. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas des postes importants. Dans la précédente législature, Sébastien Chenu était vice-président. Mais sur la présidence, si vous voulez, et sur ce pétard mouillé autour de Yaël Braun-Pivet, moi je trouve que, en fait, Yaël Braun-Pivet, elle essaye de jouer sa carte. Elle a été une bonne présidente de l'Assemblée nationale. On voit bien que tout va se jouer à l'Assemblée à partir de maintenant. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que l'élection du président de l'Assemblée nationale ou de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est un scrutin à bulletin secret. Donc évidemment que toutes les discussions avant cette élection peuvent avoir lieu. C'est à bulletin secret au premier tour, puis au deuxième tour sera élu celui qui obtiendra la majorité absolue. Mais les candidatures doivent être déposées d'ici demain soir, oui, c'est ça ? Oui, bien sûr, absolument. Oui. Mais ensuite, chacun vote pour qui il veut, si vous voulez. Et puis ensuite, le troisième tour, c'est à la majorité relative. Donc il est tout à fait normal que Yaël Braun-Pivet essaye de constituer autour d'elle, peut-être pas une majorité, mais en tout cas un arc pour essayer d'arriver en tête.
plutôt au troisième tour. Oui. En attendant demain un dernier Conseil des ministres avant la démission effective du gouvernement, il a donc prévu de réunir ce Conseil des ministres à 11h30. Ça devrait être le dernier avant la démission de l'équipe de Gabriel Attal qu'Emmanuel Macron n'a pas encore accepté officiellement. À quoi il faut s'attendre, Paul Melun ? C'est sain qu'il y ait déjà cette démission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, il y avait cette idée qui inspirait d'ailleurs une crainte à pas mal de Français de dire Gabriel Attal, il va pouvoir rester encore longtemps, de longues semaines, etc. Voilà ce qu'on disait. Est-ce que certains éditorialistes ont réfléchi, on disait ça va peut-être être ça. Moi, j'ai été plutôt opposé à ça. Je pense que Vox Populi, Gabriel Attal vient de Vox prendre Dei, la présidence du parti. il a pris la présidence du groupe. Oui, du groupe, Donc, mais les deux ne sont pas incompatibles. Il peut faire tout à fait les deux. Oui, les deux ne sont pas incompatibles. Alors, il y a quelque chose d'ailleurs qui est quand même, vous m'y faites penser, assez cocasse. C'est que quand on regarde les sondages de popularité pour un éventuel Premier ministre, Gabriel Attal, il tient quand même encore une place de choix. Il est toujours, selon les différentes enquêtes, dans les 3 premiers, au coude à coude, soit avec Jordan Bardella. Raphaël Glucksmann était assez haut dans le dernier baromètre aussi. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de personnalité alternative qui fasse consensus. Ce serait facile pour Emmanuel Macron si, par exemple, il y avait un candidat à Matignon qui faisait, je ne sais pas moi, 50 ou 60% d'opinion favorable et qui tuerait le match face à Gabriel Attal, il pourrait dire j'appelle cette personne-là. Or, le Premier ministre ou la Première ministre providentielle n'existe pas. Vous en parliez tout à l'heure, la gauche a essayé de faire monter en épingle Huguette Bello. On a vu que les socialistes n'en voulaient pas. On passe au suivant. On a un nouveau nom tous les jours en ce moment. On a l'impression que c'est le concours Lépine du Premier ministre. Donc, le gouvernement démissionne. Je ne sais vraiment pas ce qui va devenir. J'espère qu'on ne va pas avoir un scénario à la belge et qu'on n'aura pas de gouvernement pendant des mois. Mais cet accélérateur de particules, il a aussi été déclenché par Emmanuel Macron. Donc là, on est dans une espèce de 3e dimension où tout est possible. Ouais, et c'est pour ça que le Conseil des ministres de demain, je pense que ça va être un Conseil des ministres très émouvant d'une certaine façon, parce que c'est un Conseil des ministres qui va marquer la fin de l'aventure politique du macronisme, d'une certaine façon, avec des ministres qui sont là depuis le début, pour certains d'entre eux. La fin de la Macronie, quoi. Donc c'est un peu la fin de la Macronie. Vous avez Darmanin qui est là depuis le début, mais qui a changé de portefeuille. Vous avez Bruno Le Maire qui est là depuis le début et qui est à Bercy. Et finalement, il va y avoir, je pense, une certaine tristesse, parce qu'évidemment, si c'est le dernier Conseil des ministres de la Macronie, c'est parce que Macron l'a voulu, avec cette funeste dissolution. Il y a beaucoup de colère autour de la table, parce que évidemment, les ministres autour de Macron lui en veulent beaucoup d'avoir pris cette décision d'une façon aussi irréfléchie. Vous avez aussi des ministres qui pensent à la suite. C'est le cas de Darmanin et c'est surtout le cas de Gabriel Attal. Les cartes vont être complètement rebattues. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, en tout cas sur la fin de la Macronie. Après, là où je mettrais peut-être une nuance, c'est que, vous savez, en politique, il y a quand même beaucoup de phénix. C'est-à-dire qu'on renaît parfois de ses cendres. Et je ne signerais pas, moi, la fin du macronisme aussi vite. Je pense que le macronisme a pris un coup, mais que le bloc central n'est pas mort. Nous avons assisté à une recomposition formidable de la vie politique avec cette tripartisation. Et le bloc central a encore de beaux jours devant lui. Toute la question de ces prochains jours, c'est est-ce que ce bloc central va verser sur son flanc gauche ou sur son flanc droit. Voilà, et là, le macronisme n'est pas clair là-dessus. Oui, mais ça de quel côté la tartine va tomber, en fait. C'est côté confiture. Paul, ça sera connu total. Paul, ça sera plus du macronisme. Le macronisme, c'est dur en même temps. Oui, mais si le macronisme penche du côté des républicains, ça sera pas la même chose que si le macronisme penche du côté des sociodémocrates qui se seront disputés avec LFI au point de casser leur accord. Mais le génie d'Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, effectivement, ça a été de réussir, et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'avais dit une fois que le macronisme avait une colonne vertébrale en scoliose, qu'on ne comprenait pas très bien où on allait, parce que certains mois on avait le droit à des intuitions politiques de gauche, par exemple quoi qu'il en coûte, et d'autres mois avec la Baïa on versait plutôt à droite. Donc en fait tout était bon dans le Macron, c'est-à-dire qu'à un moment donné, selon le mois, les semaines paires ou les semaines impaires, il y avait la gauche et la droite de représenter. Bon, c'était d'ailleurs assez habile pour se maintenir au pouvoir, mais je pense que là maintenant ça s'est terminé. Mais on est déjà dans le monde d'après, donc Jean-Michel Salvatore. Macron, oui, parce que là, il est plus dans l'équation déjà presque ou pas. Et encore une fois, chacun pense à la suite, et donc chacun a ses intérêts, à commencer par le Premier ministre, qui évidemment en veut énormément à Emmanuel Macron. Il ne se parle quasiment plus. Ah oui, les relations sont très très fraîches. Sauf pour intérêt de service, comme on dirait. Mais il ne se parle plus, il n'y a plus de petit déjeuner, etc. C'est aberrant parce qu'on les sentait fusionnels à un moment donné. C'était le fils préféré. C'était le petit frère, comme a dit l'autre jour le président à un électeur. Mais là, il y a eu une véritable cassure. Il y a eu un sentiment de trahison de la part de Gabriel Attal. Et donc, il ne se parle plus. Et donc, lui pense à la suite. Et il pense plutôt à un parti Renaissance qui pencherait plutôt
vers la social-démocratie qu'un parti Renaissance qui pencherait du côté de Et en même temps, on a un Gérald Darmanin qui, lui, a plutôt envie d'aller à droite. Donc, c'est... Gérald Darmanin, il a un espace, comme on dit en politique, parce que le problème, en tout cas le constat, c'est que LR est très affaibli et que Laurent Wauquiez va tenter d'incarner une ligne autoporteuse pour les Républicains avec un axiome idéologique, peut-être un axiome idéologique gaulliste, je ne sais pas. En tout cas, moi, si j'étais eux, je l'appellerais de mes voeux. Mais en tout cas, il va essayer de tenir sa famille politique. Mais tout de même, regardez ce qui s'est passé au moment où Éric Ciotti a quitté LR. Il y a beaucoup de LR qui sont tentés de rejoindre l'aventure macroniste et il n'y aura pas que des débauchages individuels comme il y a pu y avoir par le passé, Rachida Dati, Bruno Le Maire, etc. Là, ce que va aller chercher Gérald Darmanin, c'est cette polarité droite, mais il ne peut pas non plus se permettre de délaisser complètement la gauche macroniste. C'est-à-dire que s'il y a à la rigueur, en Sacha Houlié, des gens comme ça qui se mettent un petit peu à la marge du groupe parlementaire, ça va. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens auprès de Madame Borne, Gabriel Attal qui joue quand même, qui est un ancien socialiste, mais qui joue un jeu plutôt au centre-gauche. À un moment donné, si cette partie-là du macronisme s'en va, eh bien, quelqu'un comme Gérald Darmanin, il peut pas être cette polarité centrale. Et Emmanuel Macron, lui, sa force, c'était d'être à la confluence des différents courants de son mouvement.